Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, je vais vous parler de 3 romans. Alors le Quatulit de cette semaine va être un petit peu moins long que celui de la semaine précédente parce que j'ai moins lu. Alors je ne m'explique toujours pas pourquoi j'avais autant lu la semaine précédente. Bon, cette semaine, j'ai lu moins, mais bon, voilà, j'ai eu un gros coup de fatigue la semaine dernière. Alors certains me diront, on comprend pas pourquoi tu es fatigué, de toute façon tu fais pas grand chose, c'est pas faux. Mais bon, entre le boulot et le sport, voilà, au bout d'un moment, le corps il dit stop. Et là, la semaine dernière, autant, voilà, j'ai eu un gros coup de fatigue. Autant certains comportements, certaines choses de mon quotidien me passent largement au-dessus de la tête, autant là, la semaine dernière, beaucoup de choses m'ont gonflé. Mais quand je dis beaucoup de choses, c'est vraiment beaucoup de choses m'ont gonflé. Que ce soit dans mon milieu professionnel ou dans le milieu booktube ou le milieu bookstagram, énormément de choses m'ont gonflé. Donc voilà. Donc j'ai préféré me recentrer sur moi et faire ce qui me plaît le plus, à savoir lire. Et donc je vais vous partager les lectures qui m'ont accompagnée la semaine précédente. Et on va commencer par le nouveau roman de Sonia Delzong, publié aux éditions Fleuve Noir. Il s'agit de Thanatea. Alors je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais on a une couverture une fleur ici, là, qui est en filigrane de la couverture. C'est absolument sublime. Voilà, le travail de couverture a été absolument formidable sur ce dernier roman. Alors, Thanatea, ça parle de quoi? Thanatea, ça parle de l'histoire de 3 femmes. 3 femmes qui sont amies d'enfance et elles, toutes les 3 sont devenues flics. Vous avez Esther, qui, au début du roman, annonce à ses copines et collègues qu'elle quitte la police judiciaire parce qu'elle a trouvé, voilà, elle décide de changer de vie. Elle a vécu des choses pas simples, dont on va apprendre ce qui s'est passé tout au long, au fil du récit, et elle décide de tout plaquer, et elle a répondu à une annonce pour travailler chez Thanatea, qui est une entreprise dont le business est la mort. Vrai, si vous voulez, c'est un genre de pompe funèbre extrêmement luxueuse. Thanatea gère tout ce qui touche au décès, à l'enterrement, voilà, tout ce qui a trait à la mort. Et voilà. Les locaux de Thanatea se situent sur cette petite île qui se situe sur le lac Léman, donc perdue au milieu de nulle part. Et donc Esther va aller là-bas elle va servir le café là-bas. Donc absolument rien à voir avec la choucroute, absolument rien à voir avec ce qu'elle fait à l'heure actuelle. Et donc du coup, elle s'en va là-bas en abandonnant, en quittant toute la vie qu'elle a connue à Paris, non pas à Paris, à Lyon. Toute la vie qu'elle connaît à Lyon. Et on va suivre son périple jusqu'en Suisse et son arrivée sur l'île de Thanatea, où elle va commencer à apprendre comment on vit là-bas. Et parallèlement à ça, on va suivre ses 2 copines, Leila et Hélène, qui, elles, sont restées sur Lyon et qui vont enquêter sur des disparitions mystérieuses. À l'Institut médico-légal de Lyon, des corps de femmes ont disparu. Donc, on va suivre un petit peu cette enquête et on va suivre aussi leurs histoires personnelles. Leila, elle est maman célibataire, elle s'est séparée de son compagnon et elle élève sa petite fille. Alors, Sonia Delzong, elle va aborder beaucoup de sujets dans ce roman. C'est pas anodin qu'on nous parle que les 3 héroïnes soient des femmes, parce que là, dans ce roman, on a un condensé de tout ce que peuvent vivre les femmes
dans ce qu'il y a de plus difficile, voire dur. Leïla, voilà, elle est maman, elle est d'origine musulmane, elle est flic. Donc, bah, comme elle est femme et musulmane, bah, on la met un petit peu en retrait des enquêtes pour éviter que ça se finisse en eau de boudin. Parce que bon, voilà, dans les quartiers, quand t'es maghrébine et flic, bah, t'es considéré comme un traître à ta corporation. Donc ça se passe pas très bien sur les interventions. Donc elle est écartée, alors que c'est un très très bon flic. En plus, voilà, elle a des journées extrêmement occupées, elle confie sa fille à ses parents, donc elle culpabilise de ne pas assurer pleinement son rôle de maman vis-à-vis de sa petite fille. Donc on a aussi pas mal de choses comme ça, donc je vais pas tout vous dire. Et Hélène, elle vit des choses pas faciles non plus. On va suivre ces 3 femmes tout au long du roman. Et moi j'ai beaucoup aimé le traitement des personnages féminins dans ce roman. Et on va suivre aussi Esther qui arrive sur l'île de Tanatea et qui va, à force de fouiner un petit peu, elle va s'apercevoir qu'il se passe des choses pas très catholiques là-bas. Et elle se demande si sa santé mentale se porte bien, parce qu'elle voit des choses, elle entend des choses qui ne devraient pas justement se produire. Et arrive un moment dans le récit où on change de chapitre, et là on part sur totalement autre chose. 3 semaines se sont passées, et là, le récit bascule sur complètement autre chose. J'ai trouvé ça c'était très très bien fait. Le suspense est vraiment est présent jusqu'au bout du récit. Alors, il y a une scène qui m'a paru un tout petit peu hollywoodienne, un tout petit peu trop hollywoodienne à mon goût, mais voilà, j'ai dévoré ce roman. De toute façon, j'aime beaucoup la plume de Sonia Delzong. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais je crois que oui. Je suis cette autrice depuis ses tout débuts. J'avais reçu son premier roman qui était ou en auto-édition ou édité dans une toute petite maison d'édition. Je crois d'ailleurs que c'était plus de l'auto-édition. D'ailleurs, j'avais reçu son premier roman en tant que blogueuse, et pour pouvoir justement faire connaître son roman. Et j'avais tout de suite accroché au Hameau des Purs. J'avais adoré le style de l'autrice, l'histoire, les personnages. J'avais été en apnée totale. J'avais conseillé sur mon blog ce roman. Je l'avais fait lire à quasiment toute ma famille, tous ceux qui lisaient. J'avais même dit à mon père, je vais lire ça, c'est trop bien. Et depuis, je suis l'autrice à chaque fois, à chaque roman. Elle me fait le plaisir de me faire envoyer ses romans à chaque sortie. Et Sonia, si tu regardes cette vidéo, un grand merci à toi. Et franchement, voilà, Tanatea, il ne déroge pas à la règle. Et la fin, j'ai trouvé la fin absolument bouleversante. Et c'est la première fois que ça m'arrive quand je lis vraiment les romans de Sonia Delzong. Elle a vraiment fait un roman sur 3 femmes bouleversant. C'est un thriller, il se passe des choses pas glop là-dedans, mais c'est quand même un roman sur 3 femmes absolument bouleversant. Parce que elles souffrent dans leur chair, dans leur tripes, dans leur mental. Et Sonia Delzong nous montre comment on peut survivre à ça ou ne pas survivre à ça. Comment on peut gérer tout ça pour que ça se termine plutôt bien, ou que ça se termine pas bien du tout. Donc franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous aimez les thrillers haletants, allez-y, jetez-vous sur le dernier roman de Sonia Delzong qui, voilà, je le répète, hein, au niveau couverture, au niveau éditorial, c'est vraiment du très très beau travail. La couverture est vraiment extrêmement bien réussie. Alors ensuite, on va... alors, voilà. J'avais lu, je reviens, j'ai lu ce livre dans le cadre du challenge Les Louves du Polar, parce que Sonia Delzong fait partie du collectif Louves des Polars, et j'ai ensuite
continuer toujours dans les louves du polar avec l'avant-dernier roman de Johanna Gustafsson, Te tenir la main pendant que tout brûle, qui a été publié en grand format chez Calman Levy Noir et qui est sorti en poche sous le titre La folie. Alors, ne me demandez pas pourquoi le titre a changé entre la version grand format et la version poche, j'en sais rien. Voilà, c'est bon, c'est un choix éditorial, voilà. Mais donc moi j'avais la version parue en grand format. J'avais ce titre dans ma palle depuis sa sortie en grand format et je me suis dit c'est le moment de le lire pour le challenge des louves du polar. Alors ici on va retrouver aussi 3 femmes. Mais ça n'a absolument rien à voir avec, le roman de Sonia Delzong. Voilà, le comparatif s'arrête là. On a aussi 3 personnages féminins dans ce roman. On a Maxine Grant, en 2002, qui est flic, qui va être appelée sur une scène de crime, et donc dont la principale suspecte est son ancienne institutrice. La femme a été retrouvée en état de choc auprès du cadavre de son mari qui a été retrouvé lardé de 32 coups de couteau dans leur maison. Et les seuls mots qu'elle a dit, c'est le nom et le prénom de Maxine, pour qu'elle soit appelée, pour qu'elle soit sur cette enquête. Et donc on va suivre aussi dans une autre temporalité, en 1949, on va suivre une petite fille qui s'appelle Lina, dont la maman travaille dans une maison, dans un asile psychiatrique, hein, autant dire les choses comme elles sont. Asile psychiatrique, maison de retraite, on ne sait pas trop, bon. Mais voilà, c'est on va dire dans un asile. Et cette petite fille est élevée seule par sa mère et elle est le souffre-douleur de ses petites camarades d'école et de chorale. Et elle en souffre beaucoup. Et quand elle va retrouver sa mère dans la maison, elle va se lier d'amitié avec une vieille dame. Et il va s'en suivre un certain nombre de choses. Troisième femme que l'on suit, il s'agit de Lucienne. On est en 1899. On est à l'aube de l'exposition universelle de Paris. Et Lucienne, elle est l'épouse d'un homme assez influent à Paris. Elle est la maman de 2 petites filles, 2 adorables petites filles. Et voilà, le point d'orgue, le point de départ de ce roman, c'est d'une part le meurtre qui a lieu en 2002, mais également le drame que va vivre Lucienne en 1899, à la suite d'un incendie dans leur maison. Les 2 petites filles vont être portées disparues. On ne retrouvera pas leurs cadavres dans les décombres de l'incendie. Et pour Lucienne, ça paraît évident, elles ont été enlevées et ces petites filles sont retenues prisonnières quelque part. Donc voilà, le décor est planté. Et voilà, les chapitres alternent. On a Maxine en 2002, on a Lina en 1949 et on a Lucienne en 1899. Et les chapitres vont alterner comme ça et on va suivre leur histoire. Alors, bien évidemment, vous vous dites bien que ces 3 histoires vont avoir un point commun. Elles vont se rejoindre à un moment. Donc, effectivement, elles se rejoignent à un moment. Mais, alors, il y a, voilà, le point d'orgue de ce qui est arrivé à Lucienne en tout début de roman. On se dit, est-ce qu'on va avoir l'explication? Est-ce qu'on va savoir ce qui est advenu de ces 2 petites filles? Et oui, on va savoir ce qui est arrivé à ces 2 petites filles, mais on a la révélation qui arrive sans tambour ni trompette. Voilà, ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. On n'a aucun signe avant-coureur, paf, ça nous tombe sur la tronche. Et je lui dis, ah bon, ça tombe comme ça. Bon, bah ok, dont acte. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées par la suite, une fois qu'on sait ce qui s'est passé. Et beaucoup de choses changeaient, mais moi, ce que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est que cette révélation arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et je poursuis ma lecture, et voilà, on arrive peu ou prou à la fin, et là, je change de chapitre, et là,
patatras, la révélation finale arrive et elle me tombe dessus comme un coup de massue. J'ai absolument rien vu venir. Rien. Et à un moment, je me suis dit, comme disent les jeunes à l'heure actuelle, mais what? Mais super what même? Mais méga what? Bon, voilà. Voilà, cette vidéo sera le festival de la vanne pourrie. Mais je me suis dit, voilà, je suis revenue en arrière, je dis, j'ai peut-être loupé un truc. Ben, en fait, non, j'ai rien loupé du tout. La révélation finale arrive au détour d'un chapitre. Et je me suis dit, ah ok, c'était ça la révélation finale. Je dis, ouf, bah merde, c'est pas celle que j'attendais. Et quel retournement de situation. Et je me suis dit, mais merde, il n'y a pas eu de signe avant-coureur. Une fois que j'ai refermé le bouquin, bon, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, oui, il y avait quand même un signe avant-coureur qui était posé là, dans le roman, et que, voilà, qui était glissé comme ça, mine de rien. Et c'est vrai que j'y ai pas porté attention tout de suite. Mais quand j'ai eu l'explication finale, je me suis dit, oui, effectivement, on l'a pas eu. Voilà, le signe était là, mais ça n'a pas fait tilt. Et là, Johanna Gustafsson, elle arrive et elle te fait la révélation finale. Au début, j'ai cru qu'elle était... Au début, je ne l'ai trouvée pas crédible, cette révélation finale, cette fin. Je ne l'ai pas trouvée crédible du tout, de prime abord. Et en y réfléchissant, après avoir refermé le livre, je me suis dit, ouais, bon, finalement, ouais, ça match. Mais quand tu remontes un petit peu le fil de ta lecture, tu te dis, oui, effectivement, il y a certains signes qui montrent que... qui ont montré que cette fin était crédible. Mais bon, ça surprend quand même. Donc, à part ces petits bémols-là, j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai beaucoup aimé le traitement, le sujet, le fond de ce roman et que j'ai trouvé hyper intéressant. Johanna Gustafsson a dû faire beaucoup de recherches pour ce roman. Mais ce sera pas mon préféré de Johanna Gustafsson. Je crois que mon préféré, ce sera Bloc 46. Pour diverses raisons. Bloc 46, vous ne le trouverez pas sur la chaîne, mais vous le trouverez, ma chronique sur le blog. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Il y a certains points qui m'ont fait tiquer, mais voilà, ça restera pas mon préféré de Johanna Gustafsson. J'ai encore L'île de Yule, son dernier, à lire. Je pense que je le lirai dans courant du mois de mars, hein, parce que je l'ai intégré dans ma palle du challenge des Louves du Polar. Mais voilà, donc vous, si vous avez lu ce roman, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez aimé, il y a des choses qui vous ont gêné aussi. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est une très bonne lecture, mais ça restera pas mon préféré. Sur ce, je vais boire un petit coup, hein, parce que voilà, dans toute bonne vidéo, dans tout bon catulu, on a quand même le petit passage où on boit un petit thé. Ensuite, j'ai écouté en audio, grâce à Annette Gallet, un roman d'une autrice que je n'ai absolument jamais lu et que je me suis dit, c'est peut-être une bonne occasion de commencer, de découvrir cette autrice par le livre audio. Donc, il s'agit du Testament des abeilles de Natacha Calestrémé, dont je vous mettrai ici la petite vignette. Alors, c'est un roman qui n'est pas récent, hein, qui est paru en grand format en 2011 ou en 2012, je crois. Et en fait, ce qui m'a titillé, c'est que sur la couverture, c'était marqué « Les polars guérisseurs » de Natacha Calestrémé, et avec le titre « Le Testament des abeilles ». Je me suis dit, tiens, en quoi un polar peut être guérisseur ? Je savais pas que les polars guérissaient. Les polars peuvent vous apprendre à vous débarrasser d'un corps, certes, mais un polar guérisseur, le concept est assez novateur. Et j'avoue que c'est ça qui m'a titillé. Alors, dans ce roman, le roman commence avec une scène de crime un peu bizarre. On a une scène de crime où on a une femme et ses deux petites filles qui ont été tuées. Donc déjà, c'est pas hyper glauque. Et l'homme, c'est après avoir tué sa femme et ses enfants, parce que bon, au vu des indices, il apparaît que c'est l'homme qui a tué sa famille avant de se donner lui-même la mort. Mais alors pas d'une manière
classique, on va dire. Quand ça se passe, hein, voilà, le bonhomme, enfin voilà, le bonhomme tue femme et enfant d'un bon coup de fusil et se termine en se suicidant d'un bon coup de fusil dans le caisson. Or là, l'homme a mis fin à ses jours d'une manière un peu bizarre, et c'est ça quand même qui titille un petit peu l'esprit des enquêteurs, notamment le major Clével. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, Clével. Oui, c'est ça. Le major Clével qui va enquêter sur cette affaire. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé cet enquêteur. Il est basque d'origine, même si sa mère a épousé un breton et dont il va porter le nom et le prénom de consonance bretonne et absolument pas basque. Mais lui, il se sent un peu plus basque que breton. Voilà, bon, pour la petite histoire. Et il va enquêter sur ce meurtre. Et bientôt, une deuxième scène de crime dans un immeuble avec beaucoup plus de victimes va avoir lieu. Et là, ces morts vont avoir une connotation extrêmement bizarre. Parce que là, c'est quand même tout un immeuble qui est touché. Et là, l'enquête va prendre une direction complètement différente. On va, voilà, dans les affaires d'une des victimes, qui était journaliste, ils vont trouver un article sur le fameux testament des abeilles, qui est un testament qui a été écrit par un prêtre et qui annonce un certain nombre de choses. Et alors, est-ce que c'est annonciateur d'une secte? Est-ce que c'est annonciateur, est-ce que ça va être la feuille de route de terroristes? Là, l'enquête va prendre une toute autre mesure. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman qui a un message écologique fort. Le personnage de l'enquêteur est très 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 intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé le livre audio. La voix du narrateur m'a prise tout de suite. J'ai écouté. Voilà, alors le roman, il fait 8 heures d'écoute, je crois. Je crois que je l'ai écouté en 2-3 jours. Mais c'était hyper intéressant. Alors, en revanche, je ne vois toujours pas là où le polar est guérisseur. Je peux pas vous dire pourquoi ce polar est guérisseur. Alors, peut-être parce qu'il donne des messages écologiques qui va peut-être nous aider à soigner notre planète, qui en a grandement besoin, je vous l'accorde. Est-ce que c'est ça le message? Je ne sais pas. En tout cas, il y a toute une autre série, il y a toute une série de polars guérisseurs de cette autrice avec le personnage du major Clével. Donc ça va peut-être être intéressant de lire les autres polars guérisseurs, et peut-être que là, je verrai la trame, en quoi ces polars sont guérisseurs. Mais là, à l'heure actuelle, je peux pas vous dire en ayant juste lu un seul. Mais j'ai trouvé ça très intéressant parce que voilà, si vous vous intéressez un petit peu à l'écologie, à l'écosystème, on sait que les abeilles ont un rôle prépondérant dans notre écosystème. Elles font la pollinisation qui est un vecteur de vie, mais elles sont aussi un rôle de veille. Voilà, si les abeilles disparaissent, ça craint du boudin pour nous, parce que ce sont des veilleuses, des gardiennes, et voilà, si elles viennent à disparaître, il va nous arriver des bricoles. Enfin, voilà, pour la petite histoire, si vous voulez apprendre un peu plus de choses sur les abeilles, je vous encourage à lire un peu plus d'articles scientifiques là-dessus. Je ne suis pas scientifique, mais voilà, Natacha Calle-Mistré, elle a pris un petit peu ce parti, hein, elle a lu pas mal de choses là-dessus, et elle en a fait un polar, et franchement, c'était très très bien fait, parce qu'elle n'écrit pas que des polars, elle écrit aussi des livres à consonance de développement personnel. Et voilà, moi j'ai découvert cette autrice avec ce roman-là en audio. Je lirai sans doute d'autres polars guérisseurs qu'elle a écrits voilà, à l'occasion. Mais voilà, pour ma part, c'était une très très bonne découverte. Je regrette pas du tout d'avoir écouté ce roman. Ça m'a bien passionné, ça m'a bien pris dans l'histoire. J'ai bien aimé la révélation finale. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant.
Je l'avais pas vu venir non plus, mais franchement, c'était super chouette. J'ai passé un très très bon moment de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu ces romans, ces polars guérisseurs. Est-ce que vous en avez pensé? Vous savez toujours que j'adore vous lire et que j'adore papoter avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire ces romans. Et si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si vous avez aimé la vidéo. Si vous ne l'avez pas aimé, ne faites rien. Voilà. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!